Attention, le Bitcoin vient de dépasser les 104 000 $, l'Ethereum vient de dépasser les 2400 $. Forcément, tu dois en entendre parler de partout. Alors que tu avais probablement jeté l'éponge suite à la belle correction que subissent les crypto-monnaies depuis le mois de janvier, que tu ne t'y intéressais plus du tout, tu recommences à entendre de douces sirènes à tes oreilles. Ça y est, le bull run est de retour? L'argent facile est à nouveau à portée de main? Eh bien non. Réveille-toi, la crypto, ce n'est pas de la magie. Alors écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais t'expliquer les pièges qu'il te faudra éviter sur les prochains jours, semaines, mois. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 9 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui, encore une fois, est extrêmement vert. Regardez-moi Ethereum, 21,3%. Incroyable! Enfin, Ethereum est en train de se réveiller. PP, 44%, Bread, 29%, Hype, 14%, Uni, 21%, Fed, 14%, NIR, 17%. Et pendant ce temps, le Bitcoin, lui, n'a pris qu'un petit timide 3,2%. Alors, je vous raconte pas le coup qu'a pris la Bitcoin dominance, hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure d'analyse technique. Et alors, quand on regarde l'indice de la peur et de la cupidité, exactement comme je l'avais prévu, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir. Je vous mets un petit lien en haut à droite. Elle est bourrée d'informations, mais surtout, j'avais annoncé que, effectivement, hier, il y avait un temps de latence, nous n'étions qu'à 53 dans la neutralité, et qu'aujourd'hui, il devrait y avoir ce rattrapage, et donc, nous sommes passés, comme je l'avais prévu, dans la cupidité de 53 hier à 70 aujourd'hui. Là, nous sommes pile en plein milieu de la cupidité, hein. La borne basse de la cupidité, c'est 60, la borne hausse, c'est 80, donc nous sommes pile au milieu à 70. On a pris presque 20 points dans la journée. Et c'est normal. Ah, c'est normal. Vous avez vu les performances d'hier. L'Ethereum. Et l'Ethereum, en quelques jours, est passé de 1700 $ à 2400 $. C'est incroyable. Bon, en même temps, il y avait de quoi monter, hein. Il était tellement tombé depuis le mois de décembre qu'effectivement, il pouvait se permettre de prendre un petit 20%. Mais c'était pas gagné. Est-ce que c'est la mise à jour Pectra qui a fait que l'engouement pour l'Ethereum est revenu? Eh ben, vous allez voir qu'effectivement, cette mise à jour n'y est pas pour rien. Alors, justement, concernant ce petit Ethereum, on a Seb, qui est un analyste on-chain, qui nous dit « Je n'ai pas encore regardé dans le détail, mais depuis la mise à jour Pectra sur Ethereum, les blocs reward, donc les récompenses de blocs, sont à 0. Concrètement, les validateurs récupèrent juste les frais payés par les utilisateurs dont une partie est brûlée. On brûle les ETH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on fait des transactions sur le réseau Ethereum, plus on brûle les Ethereum, donc plus on accélère la raréfaction de l'Ethereum. Il redevient déflationniste. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'Ethereum en circulation tous les jours. Plus on utilise le réseau, plus finalement l'Ethereum se raréfie. Donc forcément, s'il se raréfie, eh ben son prix augmente. Alors ça reste à vérifier, hein, parce que la mise à jour est toute récente, elle date d'hier. Si c'est effectivement ça, mais Ethereum va partir sur la lune, les gars. Et le Bitcoin dans tout ça, pourquoi il monte lui? Eh ben certains diront que c'est la corrélation naturelle entre le Bitcoin et la liquidité mondiale. Il suffirait de décaler la courbe de la liquidité mondiale de 81 jours précisément, et elle collerait parfaitement avec celle du Bitcoin. Et donc en fait, cette courbe nous donnerait carrément le futur du Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'en jaune, on a la liquidité mondiale. En orange, on a le Bitcoin, et qu'en fait, la liquidité mondiale finit toujours par se déverser sur le Bitcoin, mais avec un décalage de 81 jours. Et donc, qu'est-ce qu'on voit pour les jours à venir? La liquidité mondiale qui explose, donc un Bitcoin qui devrait continuer d'exploser. Avec des petites phases de correction, mais globalement, ça nous amènerait sur des targets de prix au-dessus de 150 000 $. À côté de ça, on a les tensions économiques qui sont en train de s'apaiser. Vous voyez, hier, Donald Trump a annoncé un grand deal avec un pays respectable, bah, c'était le Royaume-Uni. Et donc le Royaume-Uni qui va bénéficier de droits de douane à 10%. C'est le minimum syndical que Donald Trump a imposé à tous les pays au monde. Il a indiqué que même post-négociation, le taux le plus bas que les États-Unis appliqueraient à tous les pays, ce serait au moins 10%. Alors je vous préviens, là, aujourd'hui, je vais vous donner des news. Ça part dans tous les sens. Bullish, pas bullish, peu importe. Ça part de prédictions qui sont basées sur pas grand-chose. Ce sont des personnes importantes qui parfois tombent plutôt juste. Mais toutes les news qui vont suivre sont à prendre avec des pincettes. Et je vous expliquerai pourquoi juste à la fin. Donc la première news, on a CZ, l'ancien PDG de Binance, qui nous tweet « Bitcoin is easy, just don't panic sell ». Et oui, parce que forcément, ceux qui ont du Bitcoin là aujourd'hui et qui sont bénéficiaires pourraient être tentés de vendre. Et dans le monde de la crypto, il y a un dicton qui est très connu qui dit « You do not sell your Bitcoin ». Donc qu'est-ce que ça allait sous-entendre? Eh bien tout simplement que CZ est plutôt optimiste pour le Bitcoin et qui pense que ça va monter bien plus haut. Donc ne le vendez pas maintenant. Pareil, on a Michael Saylor, hyper bullish, le PDG de Strategy B, qui détiennent plus de 550 000 Bitcoins, qui dit que vous pouvez toujours acheter du Bitcoin pour moins de 0,2 millions de $. Donc pour moins cher que 200 000 $ le Bitcoin. Pour dire à quel point lui, il pense que c'est cheap.
Il y en a beaucoup qui se disent, waouh, Bitcoin à 100 000 $, c'est déjà cher, pourquoi j'achèterais du Bitcoin? Et lui, il dit, mais non, le Bitcoin va tellement monter que de pouvoir l'acheter à 100 000, mais c'est une chance aujourd'hui. Encore une fois, c'est hyper bullish. Est-ce qu'il a raison? À très long terme, oui, évidemment. Moi, je pense que le Bitcoin ira très très haut. Dans les 10 prochaines années, ça m'étonnerait pas qu'effectivement il soit à 1 million. Mais là, alors qu'il vient tout juste de retoucher les 100 000 $, eh ben lui, il nous rappelle que c'est toujours cheap. Et alors, l'année suivante, on a Geoffrey Kendrick, un analyste travaillant pour la banque Standard Chartered, avait initialement prévu que le prix du Bitcoin atteindrait 120 000 $. Et donc, il s'excuse pour son objectif de prix de 120 000 $ pour le Bitcoin au deuxième trimestre, déclarant dans un courriel qu'il envoyait aux clients que cet objectif pourrait être trop bas. Ça veut dire que lui, il voit le Bitcoin plus cher que 120 000 $ pour la fin du deuxième trimestre. Évidemment, cette révision à la hausse reflète une confiance croissante dans la performance potentielle du Bitcoin à court terme. En parallèle, on a Trump dans son discours d'hier qui nous dit « Vous feriez mieux d'acheter des actions maintenant, ce pays va décoller comme une fusée, je vous le dis ». Actions, crypto, bon, ce sont des actifs à risque. Les cryptos sont encore plus risqués que les actions, mais Donald Trump, c'est un vieux de la vieille. Donc il n'a pas eu le réflexe de proposer des cryptos, et évidemment, quand il conseille d'acheter des actions, faut comprendre crypto également. Alors on termine les news sur les inflows et les outflows des ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée d'hier, on a 117 millions de $ qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 16 millions de $ qui sont sortis des ETF Ethereum. Ce qui nous ramène à la semaine à plus 599 millions de $ sur les ETF Bitcoin et moins 55 millions de $ sur les ETF Ethereum. Donc clairement, c'est pas les achats spot des ETF Ethereum qui ont fait monter le prix hier et aujourd'hui. Non, parce que vous voyez, ils sont plutôt en train d'en vendre. Non, il se pourrait bien que la mise à jour Pectra, il soit pour quelque chose, hein. Depuis le temps qu'on l'attendait, celle-là. Et alors, c'est l'occasion pour moi pour vous faire un petit reminder, un petit garde-fou. Désolé, je vais être un petit peu rabat-joie là-dessus, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous débutez dans les crypto-monnaies et que vous vous y intéressez maintenant parce que justement tout le monde en parle, tout le monde recommence à en parler, n'oubliez pas qu'il y a tout juste un mois, le Bitcoin était à 74 000 $. Tout le monde était en train de pleurer, en train de dire que ça y est, c'était foutu, le bull run, il est fini, on passe en bear market, les crypto-monnaies, c'est de la merde, j'ai perdu du pognon, plus jamais je reviendrai. Et pourtant, même pas un mois après, nous sommes aujourd'hui à 104 000 $. Et donc forcément, aujourd'hui, vous allez ressentir un effet qui s'appelle le FOMO. Et donc le FOMO, qu'est-ce que c'est? C'est the fear of missing out, la peur de rater une opportunité, souvent liée à une hausse des prix. Là, vous avez sous les yeux mon petit lexique de l'apprenti crypto trader. Je vous l'ai mis à disposition gratuitement. Il vous suffit de cliquer dans le lien que j'aurai mis en commentaire épinglé. Vous aurez juste à rentrer votre email, à vous inscrire et vous recevrez directement ce petit lexique. Je l'ai créé parce qu'effectivement, j'utilise beaucoup de termes, parfois un peu techniques, et également beaucoup d'anglicismes. Si vous débutez, qu'il y a pas mal de termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, allez le télécharger, c'est complètement gratuit. Et donc pour revenir au FOMO, c'est un sentiment qu'on ressent quand effectivement il y a une hausse des prix et que nous on n'est pas exposé. Tout le monde va vous parler d'un actif, forcément vous aurez le sentiment de rater une opportunité. Forcément, imaginez si vous avez mis ne serait-ce que 1000 $ sur le Bitcoin quand il valait 74 000 $, c'est-à-dire il y a un mois. Aujourd'hui, moins d'un mois après, ces 1000 $ vaudraient 1400 $. Et là vous vous dites, mais comment j'ai fait pour rater ça? Pourquoi j'ai pas cru? Pourquoi j'ai pas acheté? Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à la personne que vous connaissez qui est dans le monde des crypto-monnaies, est-ce qu'il est pas trop tard d'acheter? Et c'est là que vous allez rentrer dans la spirale infernale. Puisque là, les personnes qui s'y connaîtront vous diront, bah non, le Bitcoin là, il vient d'exploser, c'est pas maintenant qu'il faut rentrer, il faut patienter. Sauf que vous allez voir que ça continue encore peut-être un petit peu de monter. Vous savez pas les corrections que le Bitcoin peut subir. Vous savez pas qu'il peut perdre 30% en une semaine. Autant il peut prendre 40% en un mois, autant effectivement il peut perdre 40% en un mois. Donc vous serez impatient, en même temps vous direz bon, le Bitcoin il est trop cher. Moi je préfère aller viser des altcoins qui sont beaucoup moins chers, sur lesquels je peux avoir un potentiel multiplicateur plus élevé. C'est là que vous allez vous intéresser aux altcoins. Pareil, quand vous allez voir les altcoins, sur quoi vous allez tomber? Les mêmes coins. Vous allez voir qu'il y a des mecs qui ont fait des fois 100, fois 200 sur des mêmes coins qui ont explosé. C'est normal. On vous parle que des gens qui gagnent. Est-ce que vous parle également aussi des gens qui perdent? Parce que des gens qui perdent 95% de leur investissement dans les quelques semaines qui suivent leur investissement justement, eh ben ça existe. Et ils sont même nombreux. Donc vous serez là alors que le Bitcoin est en train de monter, l'Ethereum est en train de monter, en train de courir dans toutes les directions comme un coq sans tête. Et c'est là que vous ferez malheureusement des conneries. Acheter des mêmes coins pour ses premiers achats en crypto-monnaie, c'est une erreur. Une gigantesque erreur. Alors la toute première chose pour éviter de paniquer, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'acheter en DCA. Le DCA, qu'est-ce que c'est? C'est le dollar cost average. C'est le fait d'acheter de manière régulière, peu importe le prix. Vous voyez sur cette courbe, le fait d'acheter de manière régulière fait qu'en fait vous allez lisser votre prix d'achat. Vous n'aurez pas acheté complètement au bottom, mais vous n'aurez pas acheté non plus complètement au top. Vous aurez un prix moyen d'entrée. Ça peut être un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines, un petit peu tous les mois. Ça va dépendre de votre plan. Est-ce que c'est une stratégie court terme, long terme? Dans tous les cas, acheter palier par palier, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, ça permet de lisser votre prix d'entrée, mais surtout, ça permet d'être plus à l'aise psychologiquement. Pourquoi? Eh ben, je vais vous le dire. Si
Si vous avez par exemple 1000 $ à investir et que vous achetez disons 100 $ de Bitcoin aujourd'hui, de Bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto, vous achetez 100 $ aujourd'hui. Demain, cette crypto-monnaie monte. Vous serez content, vous aurez déjà un pied dedans. Mais si elle descend, vous serez content également parce que vous aurez encore du collatéral, 900 $ sur les 1000 $ qui restent pour pouvoir en racheter et donc moyenner votre prix d'entrée à la baisse. Le fait d'acheter par palier, ça permet finalement d'être content quoi qu'il arrive. Le prix monte après mon achat, je suis content. Le prix baisse après mon achat, je suis content également. C'est très très dur à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on a toujours envie, c'est la cupidité, on a toujours envie d'optimiser nos entrées. Et nos sorties également d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voudra toujours acheter au plus bas et vendre au plus haut. Mais sauf que personne n'y arrive. Même les traders professionnels n'arrivent pas à mettre tous leurs bacs disponibles au moment où c'est le plus bas et à tout revendre au moment où c'est le plus haut. Personne n'arrive à faire ça. Faudrait avoir une machine à remonter dans le temps ou une boule de cristal. Et donc appliquer cette stratégie de DCA, c'est dur parce que psychologiquement, on doit admettre que la position n'est pas forcément optimale. Sauf que quand on y réfléchit, c'est évident. On se dit bah non, personne ne peut prédire le bottom ou le top d'un asset. Mais quand il faut l'appliquer, il faut mettre de l'argent sur la table. Là, notre fierté, notre ego, notre cupidité prend le dessus. On se dit mais non, moi je vais acheter au plus bas. Je vais attendre encore un peu, ça va encore descendre, je suis persuadé que ça va descendre. Et puis là, on rate le train. Et le train commence à partir sans nous. Et là, on se dit ah zut, j'ai raté le train, allez, tant pis, j'achète. Et là, boum, ça corrige. Et on se retrouve dans une spirale infernale de ah, j'aurais pas dû acheter, ah, si j'aurais dû acheter. Et non, il faut rester stoïque, ça reste de l'investissement. On achète par palier en DCA. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de diversifier. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour vous donner un petit exemple, je vous montre mon portefeuille. Évidemment, j'ai caché les montants, mais pour que vous puissiez au moins voir la répartition, comme vous pouvez le constater, j'ai presque 50% d'Ethereum, environ 30% de Bitcoin, 10% de Solana, et le reste réparti un peu sur des shitcoins, mais il me reste également de l'USDT. Donc c'est du dollar numérique, c'est pour pouvoir racheter si ça descend encore. Et alors ça, c'est un exemple de portefeuille assez safe, parce que comme vous voyez, Bitcoin plus Ethereum, les deux majors, représentent quasiment 80% de mon portefeuille. Finalement, la part que j'alloue au risque sur mon portefeuille n'est que de 20%. Et je dis ça encore entre guillemets avec des pincettes, parce que finalement, les cryptos en elles-mêmes, quelles qu'elles soient, sont des actifs risqués. Même s'il y a une stat qui est très vraie, c'est que quiconque a acheté du Bitcoin et l'a conservé plus de 4 ans est forcément bénéficiaire aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire que selon votre appétence au risque, il faut malgré tout conserver une bonne part de votre portefeuille aux cryptos entre guillemets les moins risqués. Quand j'ai commencé dans la crypto en 2017, j'avais en réalité à peu près 60% d'Ethereum et de Bitcoin. Les 40% qui restaient, c'était des altcoins. À l'époque, il y avait Bitcoin Cash, Tezos, je sais plus. Aujourd'hui, je les ai plus et c'est vrai que j'ai préféré conserver un portefeuille assez safe, mais qui performe quand même bien. Sur l'Ethereum, par exemple, par rapport à mon investissement, je suis à plus de x12. Le Bitcoin, je suis quasiment à x15. Je suis rentré assez tôt, faut le dire. Et même aujourd'hui où je pourrais effectivement vendre du Bitcoin, vendre de l'Ethereum pour aller sur des actifs plus risqués, pour maximiser mes gains, eh ben non, je préfère conserver une bonne partie de mon portefeuille en Ethereum et en Bitcoin. Et ça m'a bien sauvé depuis le mois de décembre 2024. Pourquoi? Parce que au moment où tout le monde criait au bull run, les alts qui avaient commencé à exploser, Ripple avait fait x4, le Doge avait fait x5, et des cryptos qui sortaient de nulle part, qui étaient en train de faire des multiples hallucinants, tout le monde a commencé à s'exposer sur des cryptos beaucoup plus risqués que le Bitcoin et l'Ethereum. Et ces cryptos, la plupart, ont perdu 75% de leur valeur depuis le mois de décembre. Alors c'est pas le cas de Ripple, c'est pas le cas de Doge non plus qui a à peu près perdu 50%. Mais vous voyez par exemple NIR ou FET ou sur lesquels je suis positionné, eh ben ces cryptos-là ont été divisés par 3 depuis le mois de décembre. Heureusement qu'elles ne représentaient qu'une toute petite partie de mon portefeuille. Ça m'a permis de dormir tranquille et serein pendant ces quelques mois difficiles. Donc mon conseil numéro 2, c'est diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc voilà, c'était mes 2 conseils du jour. Le marché des crypto-monnaies est ouvert, on est content, c'est très bien. Faites attention à vous. Premier conseil, achetez en DCA. Deuxième conseil, diversifier, mais conservez une bonne partie de votre portefeuille en Bitcoin et en Ethereum, au moins 50%. Le reste après, amusez-vous, mais n'allez surtout pas all-in sur des cryptos à la con que personne connaît. Tiens, au passage, je vous fais un petit spoiler, je vous le montre en tout petit parce que je vais pas tout vous montrer maintenant, mais je suis en train de vous préparer une vidéo un peu tuto pour les débutants, pour pourquoi investir et comment investir sur les crypto-monnaies pour les noobs. C'est une formation qui est plutôt débutant-friendly, qui est même adressée aux débutants. Et comme je vous l'ai dit, elle me prend un peu plus de temps que prévu, j'essaie de faire ça bien. Si cette vidéo t'intéresse, dis-le moi en commentaire, histoire de me booster un peu pour que je la termine rapidement. Et c'était tout pour les petits conseils du jour. On passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. La semaine est finie. Après cette belle hausse du Bitcoin et de l'Ethereum, on va voir comment se comporte la session de New York cet après-midi. Mon petit doigt me dit que ça va bien corriger. Ça s'appelle l'élasticité du prix. On peut pas monter en flèche comme ça sans retracer un petit peu. On va au moins, à minima, respirer. Et on voit ça tout de suite en analyse technique. Alors on commence l'analyse par la liquidation heatmap, où on voit que ça y est, on vient enfin de consommer toute cette belle poche juteuse de liquidité, de liquidation même. Parce que là, clairement, il y a du gros poisson qui s'est fait liquider. Et alors je vous disais qu'effectivement, il y avait 2 scénarios à prévoir.
soit effectivement il y aurait beaucoup de gens qui seraient positionnés en short ici ou en vente spot pour pouvoir justement prendre des profits et que le prix allait forcément peut-être retracer, ou alors justement il n'y avait pas beaucoup de gens positionnés et le fait qu'on commence à déclencher les liquidations, la clôture de ces positions, qui du coup devenaient des achats, aurait provoqué une cascade de liquidation. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu une belle cascade de liquidation et on est venu racler depuis hier toutes ces liquidités pour toucher ce matin les 104 000 $. Aujourd'hui, on oscille, on est entre 104, on est en train de descendre à combien? 102. À l'heure où je vous parle, on est même à 103. Et alors là, je vous montre donc le Bitcoin en daily. En daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Vous voyez la belle bougie d'hier. Sur la journée d'hier, le Bitcoin a pris quasiment 8%, quoi. Hein. Et alors, mon petit scénario a bien été respecté. Alors, je vous avoue que moi, je m'attendais à ce qu'on retrace à partir des 102 500, 103 000 $. Finalement, on est même monté jusqu'à 104 000. Écoutez, il faut croire qu'il y a une pression haussière qui a permis de monter jusque-là. Maintenant, ça m'étonnerait pas que soit on consolide, soit on corrige un petit peu. Si on corrige, il faudra aller chercher le niveau de Fibonacci. Donc, ça pourrait être... Alors, sur une poussée haussière comme ça serait étonnant qu'on descende en dessous de la 0,5. C'est-à-dire au pire, ce serait peut-être à 98 900 $, au mieux à 100 177 $. Donc prochain mouvement théorique, soit on fait ça, on rebondit entre la 0,382 et la 0,5 et on repart à la hausse, soit comme je vous le disais, on consolide un petit peu, on fait un petit bullish flag et on repart à la hausse. Et bon là clairement, je pense qu'on a besoin de faire une petite pause, respirer un petit peu, vous voyez, on a le RSI qui est en surachat, faut que ça dégonfle un peu et puis ensuite ça pourra repartir à la hausse. Alors est-ce qu'on aura une grosse correction? Je ne pense pas. Moi ce serait étonnant vu le price action, mais c'est pas exclu. Hein. On vient de faire une sacrée remontée. Qu'on corrige un petit peu là, bon, ce serait pas complètement déconnant. Pour les plus frileux, je vous trace le scénario le plus bear, mais qui resterait toujours haussier. Tant qu'on reste au-dessus de la 618, on est toujours dans un mouvement haussier. Hein. Là pour moi, il faudrait vraiment descendre en dessous de ces liquidités là qui sont à 82 000 $ pour repasser bear. Pour l'instant, en trading, il vaut mieux aller chercher des longues que des shorts. Toutefois, si aujourd'hui on se fait rejeter, à court terme, effectivement, pour du scalping, pour du day trading, il faudra passer short. Et alors quand on regarde l'Ethereum, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah là là, on a traversé cette zone de résistance, on a réintégré le range. Bon, on a corrigé un petit peu depuis, là on était à 2400, combien? Quasiment 2500 ce matin, à 2489. Et là on est à peu près à 2342. Alors ça a l'air de rien du tout comme ça, mais si on regarde là avec le petit outil, si on prend de là jusqu'à là, on a déjà corrigé de 6%. Hein. Parce que quand on descend, effectivement, les pourcentages sont beaucoup plus forts. Parce que là, si on perd 6% de 2500 $, ça fait une baisse de 150 $. Mais si on prend 6% quand on est à 1400 $, eh ben ça fait que 84 $. C'est pour ça qu'en trading, si par exemple on perd 50% de son bag, eh ben sachez qu'il faudra faire un plus 100% pour récupérer ce qu'on a perdu. Eh oui. Donc là, ce petit retracement qui a l'air petit, en fait, il est plutôt costaud. Hein. Après, Ethereum venait de prendre 37% en 2 jours. Je crois que ça s'était jamais vu dans ce sens-là. Vous voyez, les bougies, dans les bougies rouges, effectivement, on voit des moins 30%. Par contre, dans les bougies haussières, il n'y en a pas beaucoup qui sont grandes comme ça. Hein. Et là, sur Ethereum, on est bien comme il faut en surachat. Hein. 81,31 sur le RSI. Ouais, forcément, ça va respirer. Enfin, on va voir comment New York se comporte cet après-midi, juste avant le week-end. Généralement, on dit que New York prend ses profils vendredi pour pouvoir aller fêter le week-end, donc attention. Et alors, un autre graphique qui fait plaisir, c'est le ratio Ethereum-Bitcoin. On vient de casser cette tendance baissière, et pas qu'un peu. Là, on est venu chercher les liquidités qui sont juste ici, sur les 0,024. On s'est fait rejeter pour l'instant, mais c'est quand même un très beau signe haussier. Là, il faudrait que derrière, on retrace un petit peu et qu'ensuite, on reprenne un élan haussier, en espérant qu'ici, ce soit effectivement le bottom. Mais alors du coup, regardez la Bitcoin dominance. Si ça, c'est pas beau, vous voyez, comme l'Ethereum a repris de la valeur et qu'il est quand même le numéro 2 en market cap, quand on compare le Bitcoin au reste du marché, l'Ethereum pèse quand même pas mal. Et l'Ethereum étant en train de surperformer le Bitcoin, forcément, la Bitcoin dominance chute. Ça veut pas dire que le Bitcoin chute, attention. Hein. Ça veut juste dire que l'Ethereum surperforme le Bitcoin sur cette période-là. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!